Confort, votre ennemi. Détruisez votre zone de confort. Écrit par Kelvin W. Nathan. Publié par les Pages Parlantes. Introduction. Le mensonge du confort est le prix de la prudence. Le confort est séduisant. Il murmure des promesses de paix, de sécurité et de facilité. Il vous dit que vous avez mérité le droit de vous reposer, que la vie est meilleure lorsqu'elle est prévisible, que vous pouvez éviter la douleur en restant où vous êtes. Mais le confort n'est pas votre ami. C'est votre ennemi le plus dangereux, déguisé en luxe. C'est une prison de velours, une lente suffocation enveloppée de chaleur. Plus vous vous y abandonnez, moins vous devenez vous-même. Le confort endort votre potentiel. Il émousse votre ambition, adoucit vos aspérités et vous convainc que la médiocrité est acceptable. Et quand vous vous en rendez compte, les murs de votre zone de confort sont devenus les limites de votre vie. Les êtres humains ne sont pas faits pour l'immobilité. Nous sommes conçus pour l'expansion, le mouvement, le défi. Nos esprits aspirent au progrès comme nos poumons à l'air. Chaque grande réalisation de l'histoire, chaque invention, chaque découverte, chaque acte de grandeur est né de l'inconfort. Quelqu'un a osé s'aventurer dans l'inconnu, briser ce qui était familier, affronter la peur de front. L'inconfort n'est pas une punition. C'est le berceau de la transformation. Sans lui, la croissance s'éteint. Sans croissance, l'abondance devient impossible. La plupart des gens passent leur vie à courir après le confort, un emploi sûr, une routine prévisible, un environnement familier. Ils échangent leur potentiel contre la commodité et appellent cela la stabilité. Mais la stabilité sans progrès est une stagnation. Et la stagnation est une mort au ralenti. La vérité, c'est que la zone de confort n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu où vous pourrissez. L'esprit s'atrophie lorsqu'il n'est pas stimulé, tout comme un muscle s'affaiblit lorsqu'il n'est pas utilisé. Chaque fois que vous choisissez le confort au détriment de la croissance, vous renforcez vos limites. Chaque fois que vous repoussez vos rêves en disant « pas encore », vous cédez un peu plus de votre pouvoir à la peur. L'abondance n'existe pas dans votre zone de confort. Elle commence là où la peur tente de vous arrêter. L'état d'esprit d'abondance ne consiste pas à prétendre que tout est facile. Il s'agit de croire que même lorsque c'est difficile, vous êtes capable de plus. C'est comprendre que la croissance n'est pas censée être sécurisante. Elle doit être incertaine, exigeante, inconfortable. Cet inconfort est le signal que vous vous développez. La plus grande erreur est d'interpréter ce sentiment comme une raison d'arrêter, alors qu'il est en réalité une invitation à vous élever. Détruire votre zone de confort n'est pas un acte de violence. C'est un acte de libération. C'est abattre les murs qui vous maintiennent petits et avancer avec audace dans l'inconnu, en sachant que la personne que vous devenez vaut l'inconfort qu'il faut pour y parvenir. Ce voyage demandera du courage, de la patience et de la persévérance. Il défiera chaque excuse que vous avez utilisée pour rester le même. Mais ce qui se trouve au-delà n'est pas seulement le succès, c'est la liberté. La liberté de vivre pleinement, de penser abondamment, de devenir inarrêtable. Ce livre n'est pas une carte vers la facilité, c'est un guide vers l'expansion. Chaque chapitre démantèlera les illusions qui vous retiennent et reprogrammera les croyances qui vous maintiennent dans le confort. Vous apprendrez à transformer la peur en concentration, l'échec en carburant et l'inconfort en votre plus grand professeur. L'objectif n'est pas d'éliminer la peur,
mais de la maîtriser. L'objectif n'est pas de se sentir prêt, mais d'agir malgré tout. Car la vérité est simple, le confort est l'ennemi de la grandeur. Et la croissance commence au moment où le confort s'arrête. Chapitre 1. L'illusion de la sécurité. Le plus grand piège jamais créé pour l'esprit humain est l'illusion de la sécurité. C'est l'idée que si nous pouvons maintenir le contrôle, garder les choses prévisibles, stables et familières, nous serons protégés contre l'échec, le rejet ou la douleur. C'est la croyance que la sécurité équivaut à la paix. Mais en réalité, ce que la plupart des gens appellent la sécurité n'est qu'une cage soigneusement construite. Elle semble chaleureuse, rassurante, responsable, mais elle vide lentement le feu de votre âme. La sécurité n'est pas la liberté. C'est la mort lente du potentiel, déguisée en tranquillité d'esprit. Nous construisons nos vies entières autour de l'évitement du risque. Nous cherchons des emplois qui garantissent un salaire, des relations qui garantissent la validation, des routines qui garantissent la prévisibilité. Nous nous convainquons que minimiser l'incertitude minimisera la souffrance. Mais ce que nous minimisons réellement, c'est notre capacité à grandir. La voie la plus sûre semble souvent la plus logique. Mais la logique sans courage mène à la médiocrité. L'illusion de la sécurité nous fait croire que nous contrôlons, alors qu'en réalité, nous avons cédé le contrôle à la peur de perdre, peur d'échouer, peur de ce qui pourrait arriver si nous osons sortir de l'ordinaire. L'ironie, c'est que plus nous nous accrochons à la sécurité, moins nous sommes réellement en sécurité. Car le monde continue d'évoluer, de changer, de s'étendre, tandis que nous restons figés. Et ce qui ne bouge pas meurt. Le confort et la sécurité sont cousins, issus du même instinct, l'autopréservation. Mais cet instinct, qui jadis gardait nos ancêtres en vie, nous maintient désormais petits. Il est facile de confondre la sécurité avec le succès, car le monde récompense souvent la conformité en la qualifiant de sagesse. On vous dira « ne prenez pas de risques inutiles » ou « soyez réaliste ». Mais derrière chacune de ces phrases se cache la peur, masquée par la logique. Le réalisme devient le langage des effrayés. C'est ainsi que le monde justifie son refus de grandir. Le problème, c'est que la sécurité ne reste jamais immobile. Ce qui semble sûr aujourd'hui peut devenir dangereux demain. L'emploi stable peut disparaître du jour au lendemain. La vie confortable peut s'effondrer en un instant. Les relations construites sur la commodité peuvent s'écrouler face à un défi. L'illusion de la sécurité ne peut pas vous protéger du chaos de la vie. Elle ne fait que vous aveugler face à une vérité, l'incertitude est inévitable. Observez ceux qui prospèrent entrepreneurs, athlètes, créateurs, visionnaires. Ils partagent de tous. Une chose aucun d'eux n'a trouvé sa grandeur dans le confort. Ils ont fait la paix avec l'incertitude. Ils ont compris que la sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la présence du courage. Ils se sont entraînés à voir l'inconfort non comme une menace, mais comme un test de préparation. Leur confiance ne vient pas des garanties, mais de la confiance en soi. Ils ont cessé d'attendre que le monde leur promette la stabilité et ont commencé à construire leur résilience. La sécurité est un mirage, mais la force est réelle. La personne qui fait confiance en sa capacité d'adaptation, qui embrasse le risque avec préparation et persévérance,
Et c'est bien plus en sécurité que celle qui se cache derrière une fausse sensation de contrôle. Il y a une tragédie silencieuse dans la manière dont nous nous réduisons pour le confort. Nous nous racontons des histoires pour rendre cela acceptable. Nous disons « je suis juste pragmatique » ou « je suis heureux » ou « je suis », alors qu'au fond, nous savons que nous nous sommes contentés de peu. Nous faisons taire la voix qui appelle à plus, car plus semble incertain et l'incertitude semble dangereuse. Mais cette voix ne meurt jamais vraiment. Elle devient juste plus discrète, enfouie sous la routine et les responsabilités. Un jour, vous vous réveillez en réalisant que le confort que vous avez cherché à préserver est devenu la prison que vous avez construite de vos propres mains. Vous avez échangé votre potentiel contre la prévisibilité et le plus cruel, c'est que vous pensiez faire ce qu'il fallait. L'illusion de la sécurité prospère sur votre hésitation. Chaque fois que vous tergiversez, elle gagne en force. Chaque fois que vous doutez de votre capacité, elle resserre son emprise. Vous ne pouvez pas négocier avec elle, car la sécurité ne veut pas vous protéger. Elle veut vous posséder. La seule façon de détruire cette illusion est d'agir. Agissez dans la direction de l'incertitude. Avancez vers ce qui vous fait peur et vous verrez les murs de la fausse sécurité s'effondrer devant vous. La véritable sécurité ne se trouve pas dans le confort, mais dans la confiance que vous pouvez affronter l'inconfort et y survivre. Dès que vous cessez de fuir l'incertitude, vous reprenez votre pouvoir. Et une fois que vous avez goûté à cette liberté, l'illusion de la sécurité ne vous trompera plus jamais. Chapitre 2. La naissance de la peur. La peur ne commence pas comme un ennemi, elle commence comme un protecteur. C'est un instinct ancien, tissé dans le tissu de la survie, un signal de l'esprit qui vous avertit d'un danger avant même que vous ne le reconnaissiez. Mais le mécanisme qui autrefois sauvait nos ancêtres des prédateurs nous enferme aujourd'hui dans des murs invisibles. La peur a évolué pour protéger le corps, mais avec le temps, elle a appris à protéger l'ego. Elle ne vous avertit plus des tigres dans la jungle, mais du jugement, de l'embarras, de l'échec. Elle ne sauve plus votre vie, elle la limite. Chaque fois que vous ressentez l'élan d'agir, de créer, de parler ou de changer, la peur murmure 1000 raisons d'attendre. Et la plupart des gens écoutent sans réaliser que la voix de la peur n'est pas la vérité. C'est une mémoire. Elle parle de ce que vous avez connu, pas de ce dont vous êtes capable. Nous naissons sans peur. Observez un enfant qui fait ses premiers pas, il chancelle, tombe, se relève sans hésiter. Il n'a pas de concept d'embarras ou de limitation, seulement de la curiosité et l'instinct de réessayer. La peur s'apprend. Elle s'infiltre à travers les mots de parents prudents, d'enseignants critiques, d'une société obsédée par la sécurité. Ne grimpe pas trop haut, tu vas tomber. Ne parle pas trop fort, tu vas offenser. Ne rêve pas trop grand, tu seras déçu. Lentement, on nous apprend à associer l'inconfort au danger, et chaque risque devient une menace. À l'âge adulte, la peur a redessiné la carte des possibles, traçant des lignes rouges autour de tout ce qui est incertain. Elle nous convainc que pour rester en vie, nous devons rester petits. Mais voici l'ironie, ce que nous craignons le plus n'est rarement la chose elle-même. C'est le sentiment qui l'accompagne. Nous craignons le rejet, non parce qu'il peut nous nuire, mais parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas dignes. Nous craignons l'échec, non parce qu'il nous détruit,
mais parce qu'il expose notre illusion de contrôle. Nous craignons le changement, non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il nous force à affronter qui nous sommes vraiment, sans les béquilles de la routine et du confort. La peur n'est pas liée à la réalité. Elle est liée à l'identité. Elle protège la version de vous qui existe aujourd'hui et lutte contre celle qui tente d'émerger. Chaque fois que vous visez plus haut, la peur déclenche l'alarme. C'est la tentative désespérée de votre esprit de vous garder inchangé. Plus vous évoluez, plus la peur hurle, non parce que vous vous trompez de chemin, mais parce que vous approchez de la transformation. L'état d'esprit d'abondance voit la peur différemment. Il ne cherche pas à l'éliminer, car c'est impossible. Il redéfinit la relation. La peur devient une boussole, pas une cage. Quand vous ressentez la peur monter, elle indique généralement le prochain niveau de votre croissance. La tâche n'est pas de faire taire la peur, mais de l'interpréter correctement. Demandez-vous, quelle partie de moi la peur essaie-t-elle de protéger? Souvent, c'est la partie qui doute de pouvoir gérer ce qui vient. Mais l'abondance repose sur la compréhension que vous pouvez le gérer, que vous êtes équipé pour vous adapter, apprendre et vous élever. L'énergie de la peur est brute et puissante. Lorsqu'elle est canalisée, elle devient du carburant. Lorsqu'elle est évitée, elle devient du poison. Chaque personne que vous admirez, chaque visionnaire qui a changé le monde, portait la peur en lui. La différence est qu'ils ont agi malgré tout. Ils n'ont pas attendu que la peur s'efface. Ils ont agi alors qu'elle tremblait dans leur poitrine. C'est le courage silencieux qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la maîtrise de son influence. Quand vous agissez malgré la peur, vous apprenez à votre esprit que la peur est surmontable. À chaque acte de défi, vous entraînez votre cerveau, réduisant le territoire de la peur et élargissant celui de la liberté. Ce qui vous terrifiait autrefois devient familier. L'inconnu devient votre nouvelle normalité. C'est ainsi que l'évolution se produit pas par bonds, mais par des pas faits avec des mains tremblantes et un cœur battant la chamade. Pour détruire votre zone de confort, vous devez d'abord comprendre que la peur n'est pas un mur, mais un miroir. Elle reflète votre potentiel, montrant exactement où se trouve la croissance. Si vous fuyez, vous restez piégé dans le cycle de l'hésitation et du regret. Si vous l'affrontez, vous commencez à réécrire l'histoire qu'on vous a racontée depuis l'enfance que le confort est sûr et que la peur est dangereuse. La vérité est l'inverse. Le confort est une forme de déclin. Et la peur est le signal que vous êtes vivant, en mouvement, en expansion. La prochaine fois que la peur apparaît, ne reculez pas, ne raisonnez pas avec elle. Reconnaissez-la. Reconnaissez-la, remerciez-la. Remerciez-la d'essayer de vous protéger, puis traversez-la. Car la seule façon de faire la paix avec la peur est de prouver à vous-même que vous n'avez plus besoin de sa protection. Et une fois que vous l'aurez fait, la liberté commencera, pas par l'absence de peur, mais par sa maîtrise. Chapitre 3. Le piège du confort. Le confort est la forme la plus lente de l'autodestruction, car il n'annonce pas sa présence par des alarmes ou de la douleur. Il arrive doucement, déguisé en équilibre, en paix ou en satisfaction. Il semble mériter après un long effort et murmure que vous êtes enfin arrivé, que vous pouvez cesser de tendre vers plus. C'est le moment le plus dangereux de la vie d'une personne, celui où elle arrête de poursuivre la croissance, parce qu'elle confond le confort avec le succès.
Le confort n'est pas le bonheur. C'est une anesthésie déguisée en calme. C'est un état où l'esprit convainc le cœur que la médiocrité suffit, que le désir de plus est de la cupidité, que le risque est insensé. Pourtant, sous cette surface tranquille, l'âme commence à dépérir. Ce qui meurt en premier n'est pas l'ambition, mais l'imagination. Vous cessez de voir ce qui pourrait être, car ce qui est semble suffisant. Et dans ce faux sentiment de suffisance, les rêves se dissolvent. Le piège du confort commence petit. Il débute quand vous faites une courte pause dans vos objectifs et décidez de vous reposer un peu. Puis ce un peu devient une habitude. La discipline qui vous définissait commence à s'effacer. La faim qui vous gardait éveillé la nuit se transforme en excuse qui vous laisse dormir plus longtemps. Vous rationalisez. Vous vous dites que vous avez le droit de vous détendre, que d'autres ont moins, donc vous devriez être reconnaissant. La gratitude est noble, mais lorsqu'elle devient une raison d'arrêter de grandir, elle devient un masque pour la peur. Le confort prospère dans cet espace où la gratitude perd son tranchant et où le contentement devient complaisance. Vous commencez à défendre votre confort. Vous vous convainquez que vous êtes réaliste, que vous protégez votre paix, que l'effort est trop stressant. Mais la paix sans progrès n'est pas la paix. C'est la paralysie. Et la partie la plus insidieuse du piège du confort est qu'il vous rend aveugle au déclin. Vous ne sentez pas que vous glissez, car rien ne semble aller mal. Vous respirez, vous gagnez de l'argent, vous existez, mais vous ne vous développez plus. Vous cessez d'apprendre de nouvelles compétences, car celles que vous avez fonctionnent déjà. Vous cessez de prendre des risques, car ce que vous avez semble suffisant. Vous cessez de chercher des défis, car les défis apportent de l'incertitude. Et l'incertitude menace l'illusion de contrôle que le confort procure. Vous ne chutez pas, mais vous ne vous élevez pas non plus. Et dans un monde qui avance constamment, rester immobile est une autre façon de reculer. Le temps récompense le mouvement, pas l'entretien. Ce qui était autrefois du confort devient une contrainte, et quand vous le remarquez, votre tranchant a disparu. Le confort est l'ennemi de l'ambition, car il tue l'urgence. Quand vous avez assez pour survivre, le feu de l'excellence s'éteint. Vous perdez la faim qui vous poussait autrefois au-delà de vos limites. L'esprit qui voyait des possibilités commence à se contenter de probabilités. Le piège du confort vous convainc que la sécurité est le succès, qu'éviter la douleur est la sagesse, que de petits progrès suffisent. Mais au fond, votre âme sait la différence entre la paix et la stagnation. Vous ressentez cette douleur silencieuse que le confort laisse derrière lui, la vérité non dite que vous êtes fait pour plus. Cette douleur est votre conscience qui vous rappelle au mouvement. La plupart des gens la font taire avec des distractions. Ils l'enterrent sous le divertissement, la routine ou les récompenses matérielles. Mais la douleur ne disparaît jamais. Elle devient juste plus forte dans le silence. C'est le prix du confort, l'érosion de la passion, le lent déclin de l'élan, la douleur sourde du potentiel inexploité. Pour échapper au piège du confort, vous devez d'abord le reconnaître pour ce qu'il est, une forme séduisante de peur. Le confort ne vous protège pas. Il vous maintient inchangé. La seule issue est l'inconfort délibéré. Vous devez chercher le défi volontairement. Poussez-vous quand personne ne vous le demande. Fixez-vous des objectifs qui vous font peur, qui semblent hors de portée.
car c'est seulement en poursuivant ce qui vous étire que vous redécouvrez l'énergie que vous avez perdue. Dès que vous réintroduisez la pression, la vie revient dans votre esprit. La croissance exige de la friction. Les muscles croissent par la tension, tout comme l'esprit. Si vous voulez réveiller votre pouvoir, vous devez détruire l'illusion que la paix et le progrès peuvent coexister sans sacrifice. Chaque personne qui a atteint la grandeur l'a fait en rejetant le confort. Ils comprennent qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée dans l'évolution personnelle. Le confort offre une fausse fin, un endroit où s'arrêter et célébrer. Mais la vie n'a pas de chapitre final tant que vous respirez. Le piège du confort s'effondre quand vous décidez que la croissance elle-même est votre paix. Que devenir plus est la seule forme durable de repos. Quand vous redéfinissez la paix comme le progrès, le piège perd son pouvoir. Vous ne cherchez plus le confort, vous cherchez l'alignement. Vous cessez d'attendre que le monde rende les choses plus faciles et commencez à vous rendre plus fort. Le piège du confort se nourrit de ceux qui attendent. Mais une fois que vous bougez, une fois que vous choisissez l'effort plutôt que la facilité, vous brisez son emprise. Car en vérité, le confort ne s'est jamais soucié de vous. Il voulait seulement votre potentiel. Et dès que vous décidez que le confort n'est plus votre objectif, vous commencez à récupérer tout ce qu'il vous a pris. Chapitre 4. La douleur comme boussole. La douleur est souvent mal comprise. La plupart des gens la considèrent comme un avertissement, un signal pour s'arrêter, reculer ou se protéger. Ils l'aperçoivent comme une punition, quelque chose à éviter à tout prix. Pourtant, la vérité est que la douleur n'est pas votre ennemi, elle est votre guide. C'est le retour le plus honnête que la vie vous donne, pointant directement les zones où vous devez grandir, guérir ou évoluer. La douleur n'est pas aléatoire, elle est précise. Elle arrive quand vous avez dépassé quelque chose, quand vous vous accrochez à ce qui ne vous sert plus ou quand vous restez immobile, alors que votre potentiel vous supplie d'avancer. Chaque forme de croissance exige un prix, et ce prix est la douleur. Rejeter la douleur, c'est rejeter la transformation. L'état d'esprit d'abondance comprend cette vérité simple, mais puissante. La douleur ne bloque pas votre chemin, elle le révèle. La douleur physique nous enseigne à travers le corps. Quand vous entraînez vos muscles, la douleur n'est pas une blessure, c'est une adaptation. C'est votre corps qui apprend à gérer plus, à devenir plus fort, à fonctionner à une capacité supérieure. Le même principe s'applique à tous les autres aspects de votre vie. La douleur émotionnelle et mentale n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous êtes étiré au-delà de ce qui est familier. Quand votre cœur se brise, quand vos plans s'effondrent, quand la vie refuse de coopérer, cet inconfort n'est pas l'univers qui vous punit. Il vous prépare. La croissance exige de la friction, et la friction fait mal. Mais cette douleur porte une information. Elle vous dit ce que vous avez évité, ce qui a besoin d'attention, ce qui demande du courage. Si vous apprenez à l'écouter, la douleur devient votre plus grand professeur. La société nous a conditionnés à nous anesthésier contre la douleur. Nous nous distrayons, nous nous médicamentons, nous évitons, nous défilons sur des écrans, courons après des plaisirs temporaires, engourdissons notre inconfort au lieu de l'affronter. Ce faisant, nous faisons taire la boussole censée nous guider. La douleur est le signal que quelque chose doit changer. Mais quand vous la noyez dans le confort, vous manquez le message. Vous restez piégé dans des schémas qui drainent votre énergie et répètent des expériences qui brisent votre esprit.
Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de ressentir. Éviter ne vous protège pas. Cela prolonge votre souffrance. Une douleur ignorée devient une douleur amplifiée. L'état d'esprit d'abondance exige que vous l'affrontiez, que vous la compreniez, que vous l'utilisiez. Car une douleur affrontée avec conscience devient un but. Il y a une profonde sagesse dans l'inconfort. Quand la vie fait mal, ce n'est pas un chaos aléatoire. C'est une communication. C'est votre moi intérieur qui vous dit que vous vivez en dessous de votre potentiel ou que vous vous accrochez à quelque chose qui vous retient. Si vous vous sentez agité dans un travail, insatisfait dans une relation, désinspiré dans votre routine, cet inconfort est l'alarme de votre âme. Elle essaie de vous réveiller avant que la complaisance ne se transforme en regret. Les personnes qui grandissent le plus ne sont pas celles qui souffrent moins. Ce sont celles qui apprennent à interpréter la douleur correctement. Elles considèrent chaque défi comme une leçon et chaque lutte comme un miroir, réfléchissant leurs forces et leurs limites. Elles y comprennent que la douleur est un coup temporaire pour une transformation permanente. La raison pour laquelle la plupart des gens n'atteignent jamais leur potentiel n'est pas un manque d'opportunité, mais un manque de tolérance à la douleur. Ils abandonnent quand les choses deviennent difficiles, sans réaliser que les moments les plus durs sont ceux qui les façonnent. La douleur est le creuset de la grandeur. Elle affine votre caractère, expose vos faiblesses et vous force à reconstruire plus fort. Sans douleur, vous ne découvririez jamais votre capacité à la résilience. Sans perte, vous ne comprendriez jamais la gratitude. Sans lutte, vous n'apprécieriez jamais la victoire. Tout ce que vous admirez chez les autres, leur discipline, leur courage, leur sagesse, a été construit dans les flammes de l'inconfort. Ils ne sont pas spéciaux. Ils sont simplement prêts à rester dans la chaleur plus longtemps que la plupart. La clé n'est pas de courir après la douleur, mais de cesser de la fuir. Quand vous ressentez une résistance, ne reculez pas. Penchez-vous vers elle. Demandez ce qu'elle essaie de vous enseigner. Chaque inconfort porte un message. La douleur de l'échec enseigne l'humilité. La douleur du rejet enseigne la valeur de soi. La douleur de l'effort enseigne l'endurance. Plus vous vous engagez dans ces leçons, plus vous devenez puissant. La croissance et la douleur sont jumelles. Vous ne pouvez pas les séparer sans tuer les deux. Une fois que vous comprenez cela, la douleur perd son pouvoir de vous effrayer. Elle devient votre boussole, pas votre geôlier. Il y aura des moments où la douleur semblera insupportable, où elle testera chaque partie de votre être. Ces moments essaieront de vous convaincre d'arrêter, de retourner au confort. Mais si vous pouvez endurer, si vous pouvez rester avec cette douleur et continuer à avancer, vous trouverez de la clarté de l'autre côté. Car la douleur purifie. Elle élimine les illusions, les excuses et les faiblesses. Ce qui reste est réel. C'est vous, plus fort, plus sage, plus authentique. Chaque percée commence par de la douleur. Chaque réinvention commence par quelque chose qui se brise. Alors, la prochaine fois que vous ressentez de la douleur, ne la maudissez pas. Suivez-la. C'est la carte qui mène à votre prochain niveau, le signal que vous êtes encore vivant, encore en croissance, encore en devenir. Les seules personnes qui ne ressentent jamais de douleur sont celles qui ont cessé d'évoluer. Et c'est l'existence la plus douloureuse de toutes. Chapitre 5. Reprogrammer l'esprit pour l'expansion.
Tout commence et se termine dans l'esprit. Chaque limitation, chaque percée, chaque victoire et chaque défaite naît des croyances que vous portez et des histoires que vous répétez. Votre façon de penser façonne votre façon de vivre. Et la plupart des gens vivent dans une prison qu'ils ont construite dans leur propre esprit. Les barreaux sont invisibles, faits de peur, de doute et de rareté. Ils se convainquent que la vie leur arrive au lieu de passer par eux, que les opportunités sont limitées, que le succès appartient aux chanceux ou aux élus. C'est cette mentalité qui maintient des milliards de personnes dans la médiocrité. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui survivent n'est pas l'intelligence, la chance ou les circonstances, c'est le câblage mental. L'esprit abondant s'étend, l'esprit limité se contracte. Si vous voulez détruire votre zone de confort et libérer tout votre potentiel, vous devez reprogrammer votre esprit pour penser en termes de croissance, pas de peur. La mentalité de rareté naît de la survie. Elle vous dit qu'il n'y a pas assez de temps, d'argent, d'amour, de succès ou d'opportunités. Elle vous maintient en compétition avec tout le monde, comparant vos progrès, craignant la perte, accumulant le confort. Cette façon de penser a peut-être aidé nos ancêtres à survivre dans des réalités hostiles. Mais dans le monde moderne, elle devient une maladie mentale qui tue la créativité, la générosité et l'ambition. La rareté dit « Je dois protéger ce que j'ai, car il n'y en aura pas plus ». L'abondance dit « Je peux créer plus chaque fois que je choisis ». La rareté fonctionne à partir de la peur. L'abondance fonctionne à partir de la foi. Pas la foi en la chance ou le destin, mais la foi en votre capacité à vous adapter, apprendre et évoluer. Pour reprogrammer votre esprit pour l'expansion, vous devez cesser de penser comme un prisonnier des circonstances et commencer à penser comme un créateur de possibilités. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs pensées sont des habitudes. L'esprit répète les mêmes schémas jusqu'à ce que vous les interrompiez consciemment. Si vous vous dites constamment que les choses ne fonctionnent jamais, votre esprit filtrera la réalité pour confirmer cette croyance. Il ignorera les opportunités, rejettera les risques et interprétera chaque obstacle comme une preuve que vous aviez raison. C'est la loi de la focalisation. Vous attirez ce en quoi vous croyez, car vous agissez en conséquence. Quand vous commencez à remplacer ces pensées par des idées de croissance et de possibilités, votre perception change. Vous commencez à voir des options au lieu de cul-de-sac, des défis au lieu de menaces. Votre monde extérieur reflète votre conditionnement intérieur. Reprogrammer votre esprit est inconfortable, car vos anciennes croyances résisteront. Elles lutteront pour leur survie, tout comme votre zone de confort. Mais avec de la conscience et de la répétition, votre cerveau apprend à préférer l'expansion à la peur. Reprogrammer votre esprit ne consiste pas à répéter des affirmations creuses ou à prétendre que tout est parfait. C'est une question de discipline mentale et émotionnelle. Vous devez vous attraper dans les moments de doute et réorienter votre attention. Quand vous vous entendez dire « Je ne peux pas remplacer le pas, comment puis-je » Ce simple changement de la limitation à la curiosité ouvre des portes, car il cherche des solutions là où d'autres voient des problèmes. Plus vous entraînez votre cerveau à chercher la croissance, plus votre réalité s'élargit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Les chemins neuronaux de votre cerveau se renforcent avec la répétition. Plus vous nourrissez votre esprit de pensées de possibilités, de gratitude
et de résilience, plus il revient à ces états sous pression. Vous n'êtes pas piégé par votre ancien câblage, sauf si vous choisissez d'arrêter de le reprogrammer. La rareté prospère sur la peur de la perte, tandis que l'abondance prospère sur l'amour de la croissance. Un esprit rare demande « Et si j'échoue ?» Un esprit abondant demande « Et si j'apprends ?» La rareté s'accroche à ce qui est. L'abondance tend vers ce qui pourrait être. Quand vous commencez à penser abondamment, vous cessez de protéger votre confort et commencez à élargir votre capacité. Vous comprenez que le succès n'est pas une ressource à disputer, mais une énergie avec laquelle s'aligner. Plus vous donnez, plus vous grandissez, plus vous risquez, plus vous gagnez, plus vous affrontez l'inconfort, plus votre confiance augmente. C'est le paradoxe de l'abondance, il faut lâcher prise sur la sécurité pour expérimenter une véritable sécurité. Car la sécurité ne vient pas de s'accrocher, elle vient du fait de savoir que vous pouvez toujours reconstruire. Le processus de reprogrammation mentale exige de la constance. Ce n'est pas une révélation ponctuelle, mais une pratique quotidienne. Vous devez nourrir votre esprit avec des pensées alignées sur la personne que vous voulez devenir, pas celle que vous avez été. Cela signifie vous entourer de personnes qui vous défient, consommer des idées qui vous étirent et vous exposer à des environnements qui exigent de la croissance. L'esprit grandit par l'exposition, tout comme le corps par l'exercice. Quand vous maîtrisez cette pratique, le confort perd son emprise, car votre satisfaction ne dépend plus de la facilité, mais de l'évolution. Vous cessez de chercher la stabilité et commencez à chercher la force. L'esprit abondant n'est pas délirant. Il est courageux. Il reconnaît la peur, mais avance malgré tout. Il voit les revers comme des données, pas des défaites. Il accueille le changement, car le changement est la preuve de la vie. L'esprit reprogrammé comprend que l'expansion est sans fin, que la croissance n'a pas de plafond. Une fois que vous commencez à penser ainsi, tout change la façon dont vous gérez la douleur, la façon dont vous voyez les opportunités, la façon dont vous définissez le succès. Vous réalisez que l'abondance n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous devenez. Et une fois que votre esprit s'élargit à cette vérité, il ne peut jamais revenir aux limites de vos anciennes croyances. C'est le moment où vous cessez de vivre dans la rareté et commencez à vivre dans le pouvoir. Le moment où votre esprit devient enfin votre arme la plus puissante contre le confort. Chapitre 6. La mort de la moyenne. La moyenne est le tueur silencieux du potentiel humain. Ce n'est pas l'échec qui détruit les gens, c'est le confort dans la médiocrité. L'échec au moins vous apprend quelque chose. Il vous donne des cicatrices qui racontent des histoires d'efforts, de risques, de courage. Mais la moyenne efface ces histoires complètement. C'est une mort douce et invisible, où vous ne tombez pas, mais où vous ne vous élevez jamais non plus. Vous existez simplement. La moyenne vous dit qu'être assez bon est suffisant, que chercher à dépasser l'ordinaire est inutile, que jouer la sécurité est de la sagesse. Pourtant, chaque fibre de votre âme sait que ce n'est pas vrai. Au fond, vous le ressentez, une insatisfaction silencieuse qui murmure « Il y a plus en toi que ce que tu es devenu ». Cette voix est votre moi supérieur qui réclame votre attention, vous suppliant d'arrêter de vous contenter de peu. Car la vérité est celle-ci, vous ne pouvez pas vivre une vie extraordinaire en tolérant un état d'esprit moyen. L'état d'esprit moyen
naît de la peur déguisée en équilibre. Les gens se disent qu'ils veulent maintenir juste une vie simple. Mais la simplicité devient souvent une excuse pour éviter la pression. Ils réduisent leurs attentes non parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils craignent la déception. Ils visent le plus petit pour ne jamais rater. Ils restent dans les mêmes emplois, les mêmes habitudes, les mêmes relations, car ces choses semblent prévisibles. La moyenne promet la paix, mais elle livre la stagnation. Vous ne pouvez pas grandir dans un environnement qui n'exige rien de vous. Quand vous refusez de dépasser ce qui est confortable, vous choisissez inconsciemment le déclin. La croissance et la médiocrité ne peuvent pas coexister. Dès que vous cessez de vous étirer, votre potentiel commence à mourir doucement, bien avant votre corps. La tragédie de la moyenne, c'est qu'elle ne semble pas tragique. Elle semble normale. La société la loue. On vous dira que vouloir plus fait de vous un cupide, que l'ambition est égoïste, que l'humilité signifie se contenter. Mais l'humilité n'est pas penser moins de soi. C'est penser à soi avec vérité. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas conçu pour vivre à moitié. Vous êtes fait pour créer, maîtriser, impacter. Le monde autour de vous est façonné par ceux qui refusent d'être moyens, qui risquent le ridicule, l'échec et l'incertitude pour quelque chose de plus grand que le confort. Chaque innovation, chaque mouvement, chaque changement a commencé avec quelqu'un qui a décidé que l'ordinaire n'était plus acceptable. Pourtant, la plupart des gens ignorent cette leçon, car se démarquer les rend inconfortables. Ils réduisent leurs rêves pour répondre aux attentes des autres, sans réaliser que leur obéissance au confort tue leur potentiel. La moyenne offre la sécurité, mais elle exige aussi la soumission. Pour être moyen, vous devez faire taire votre propre voix. Vous devez réprimer votre curiosité, retenir votre ambition, vous convaincre que votre but est plus petit qu'il ne l'est vraiment. Vous commencez à vous soucier davantage d'être accepté que d'être authentique. Vous échangez l'originalité contre l'approbation. Vous commencez à parler comme tout le monde, à penser comme tout le monde, à vivre comme tout le monde. Vous devenez une autre version de la même histoire, prévisible, remplaçable, oubliée. Le monde n'a pas besoin de plus de conformité. Il a besoin d'individus assez audacieux pour vivre pleinement, pour défier l'ordinaire, pour embrasser l'inconfort que la croissance exige. Ceux qui dépassent la moyenne ne le font pas parce que c'est facile. Ils le font parce que rester le même est devenu insupportable. Pour tuer la moyenne, vous devez d'abord la confronter en vous-même. Ce n'est pas assez de détester la médiocrité. Vous devez la rendre intolérable. Vous devez refuser d'être en paix avec un demi-effort et une demi-croyance. Chaque jour, en vous réveillant, demandez-vous si vous vous rapprochez de votre potentiel ou si vous dérivez vers le confort. La frontière entre les deux est fine, mais puissante. La plupart des gens dérivent, car dériver semble sans effort. Mais la grandeur exige de l'intention. Vous devez choisir l'inconfort volontairement. Vous devez être prêt à travailler plus dur, à apprendre davantage, à persévérer plus longtemps que la partie de vous qui aspire à la facilité. La mort de la moyenne commence quand vous cessez de négocier avec vos excuses. Dès que vous décidez que le confort ne sera plus votre norme, tout change. Détruire la moyenne n'est pas une question d'arrogance ou de comparaison. Il ne s'agit pas de prouver que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit d'honorer ce qui vous a été donné.
Chaque personne naît avec des dons, des talents et des idées uniques. Pourtant, la plupart les emportent dans leur tombe sans les avoir touchés, non par manque d'opportunité, mais par manque d'urgence. Ils attendent la permission d'être grands. Mais la grandeur n'attend pas. Elle exige du sacrifice, de la concentration et la volonté d'être incompris. Quand vous vous engagez à vivre au-delà de la moyenne, les gens vous questionneront, douteront de vous, parfois vous en voudront. C'est le prix de la distinction. Mais le coût de rester moyen est bien plus élevé, c'est le regret silencieux de savoir que vous auriez pu être plus. La moyenne meurt au moment où vous décidez de vivre délibérément, quand vous commencez à faire le travail que les autres évitent, quand vous affrontez les peurs que les autres nient, quand vous vous tenez à un standard plus élevé que ce que le confort exige. La moyenne ne vous va plus. Elle devient trop petite, trop terne, trop sans vie. Vous commencez à désirer l'expansion, pas l'approbation. Vous commencez à mesurer votre succès non par la facilité, mais par l'évolution. C'est là que commence la véritable abondance, non dans les possessions, mais dans un potentiel pleinement exprimé. Quand vous atteignez ce niveau de conscience, la mort de la moyenne devient une renaissance. Vous cessez de vivre comme la personne que le monde attend et commencez à devenir celle que vous étiez destinée à être. Et à ce moment-là, vous découvrez ce que la liberté ressent vraiment, la liberté de grandir sans limite, de vivre sans excuses et de ne plus jamais vous contenter de moins que tout ce dont vous êtes capable. Chapitre 7. La discipline de l'inconfort. L'inconfort n'est pas quelque chose que vous endurez simplement. C'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. La plupart des gens passent leur vie à le fuir. Mais ceux qui s'élèvent, ceux qui accomplissent l'impossible, développent une relation si profonde avec l'inconfort qu'il devient leur allié. Ils apprennent à le chercher, à le respecter, à y trouver du sens. C'est la discipline de l'inconfort, l'art d'embrasser ce que les autres évitent, non parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Chaque grande transformation commence par ce principe. L'esprit qui peut rester calme dans l'inconfort est un esprit qui ne peut être vaincu. La discipline n'est pas une question de punition ou de rigidité. C'est entraîner votre corps et votre esprit à fonctionner au-delà des émotions. C'est vous apprendre à agir en fonction d'un but, pas d'une humeur. Quand vous maîtrisez cela, vous gagnez le pouvoir de créer de l'élan dans n'importe quelle circonstance, peu importe à quel point elle devient inconfortable. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent à sortir de leur zone de confort n'est pas un manque d'ambition, mais un manque de discipline. Ils veulent de la croissance, mais sans friction. Ils désirent la transformation, mais rejettent le processus qui la crée. Ils confondent la motivation avec la constance. La motivation s'estompe, la discipline reste. La discipline est ce sur quoi vous comptez quand l'inspiration disparaît. C'est la voix qui dit « fais-le quand même ». L'inconfort devient le terrain d'entraînement de cet état d'esprit. Chaque fois que vous résistez à l'envie de reculer, quand les choses deviennent difficiles, vous construisez une armure mentale. Vous vous conditionnez à agir, même quand ça fait mal. Et ce conditionnement devient finalement un instinct. Vous cessez de fuir la lutte et commencez à la reconnaître comme un signe de progrès. Plus vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, plus votre tolérance à l'inconfort augmente. L'esprit est adaptable. Il accepte
ce à quoi vous l'exposez régulièrement. Quand vous évitez les défis, votre tolérance à ceux-ci s'affaiblit. Quand vous les affrontez quotidiennement, elle se renforce. C'est pourquoi ceux qui se testent constamment grandissent plus vite que ceux qui attendent des conditions idéales. L'inconfort, lorsqu'il est affronté régulièrement, devient familier. Ce qui vous terrifiait autrefois commence à sembler normal. Ce qui vous épuisait commence à vous énergiser. Vous commencez à voir la lutte non comme une interruption de la vie, mais comme son essence. Une vie sans défi devient sans vie. La discipline de l'inconfort consiste à reprogrammer votre réponse à la douleur. Elle vous apprend à rester présent quand vos instincts crient de fuir. Car dans ce moment de résistance, votre véritable pouvoir se forge. Chaque fois que vous restez dans l'inconfort, au lieu de reculer, vous affinez votre concentration, renforcez votre résilience et approfondissez votre croyance en vous-même. La discipline n'est pas naturelle. Elle doit être entraînée comme un muscle. Vous la construisez par la répétition, par de petits actes de maîtrise de soi qui s'accumulent avec le temps. Se lever tôt quand votre corps réclame plus de sommeil. Terminer une tâche quand l'ennui s'installe. Dire non au plaisir instantané pour une satisfaction durable. Ces moments de résistance sont vos entraînements. Ils peuvent te sembler insignifiants, mais ils façonnent votre caractère. L'esprit apprend par les schémas, et chaque acte de discipline lui enseigne que l'inconfort est surmontable, même bénéfique. Finalement, ce qui nécessitait autrefois un effort devient automatique. Vous cessez de négocier avec vos émotions. Vous ne cherchez plus à vous sentir prêt, inspiré ou confiant. Vous agissez simplement. C'est la liberté que crée la discipline. Elle vous libère du contrôle de vos impulsions. Elle vous sépare de la masse qui laisse ses émotions dicter ses actions. Une personne indisciplinée vit de manière réactive, ballottée entre des désirs fugaces et des pressions externes. Une personne disciplinée vit intentionnellement, guidée par des principes et une vision. La différence entre les deux est l'inconfort. L'un l'évite, l'autre l'embrasse. Ceux qui maîtrisent de l'inconfort avancent quand tout le monde s'arrête. Ils ne cherchent pas une vie facile. Ils cherchent une vie forte. Et la force ne se construit que dans la résistance. Chaque grande vie repose sur une fondation d'habitudes qui étaient autrefois inconfortables. Chaque histoire de succès durable est écrite à l'encre de la discipline quotidienne. Il y aura toujours des moments où votre esprit essaiera de vous séduire pour retourner à la facilité. Il vous dira de vous reposer quand vous ne l'avez pas mérité, d'abandonner quand les résultats prennent trop de temps, de faire des compromis parce que personne ne regarde. C'est la voie du confort qui tente de reprendre le contrôle. La discipline de l'inconfort la fait taire par l'action. Vous agissez d'abord, vous pensez ensuite. Vous vous montrez même si personne ne le remarque. Vous restez concentré, même si personne n'applaudit. La discipline prospère dans le silence, loin de la validation. Le véritable test de votre engagement n'est pas à quel point vous travaillez dur quand vous êtes inspiré, mais à quel point vous restez constant quand personne ne s'en soucie. La personne disciplinée sait que le progrès est invisible bien avant de devenir indéniable. Elle est patiente dans l'inconfort, car elle comprend ce qu'il construit en elle, une version d'elle-même que rien ne peut briser. Vivre avec la discipline de l'inconfort, c'est vivre dans la vérité.
C'est cesser d'attendre que la vie soit facile et commencer à attendre de soi-même d'être fort. C'est arrêter de courir après le confort et commencer à cultiver l'endurance. Quand vous atteignez ce niveau de maîtrise, l'inconfort perd son pouvoir de vous intimider. Il devient un compagnon, un rappel constant que vous êtes vivant et en évolution. Ceux qui rejettent l'inconfort restent fragiles, dépendants de conditions favorables. Ceux qui l'embrassent deviennent inébranlables, capables d'affronter n'importe quelle tempête. La discipline de l'inconfort n'est pas une question de douleur pour la douleur. C'est une question de but. C'est le processus par lequel les gens ordinaires deviennent extraordinaires. Et une fois que vous apprenez à désirer le défi plus que le confort, vous réaliserez que la discipline n'a jamais été une question de contrôle. C'était une question de devenir le genre de personne qui ne craint plus la lutte, car la lutte elle-même est devenue la source de votre force. Chapitre 9. Détruire le familier. Le plus grand obstacle à la transformation n'est pas la peur de l'inconnu, mais l'attachement au familier. Ce qui retient la plupart des gens de grandir n'est pas le danger devant eux, mais le confort derrière eux. Le familier est séduisant, car il offre de la prévisibilité, et la prévisibilité semble être de la sécurité. Vous savez comment fonctionner dans cet espace. Vous en comprenez les rythmes. Et même s'il est insatisfaisant, il est fiable. Le familier est l'environnement où l'esprit se sent en contrôle, même si l'âme se sent emprisonnée. C'est pourquoi les gens restent dans des situations qui tuent lentement leur esprit, des emplois sans avenir, des relations toxiques, des routines sans vie. Parce que l'inconfort du changement semble plus grand que l'inconfort de la stagnation. Pourtant, cette illusion piège des millions de personnes dans la médiocrité. Le familier n'est pas seulement extérieur, il vit en vous. Ce sont vos habitudes, votre dialogue intérieur, vos schémas de réaction. C'est la manière prévisible dont vous reculez face aux défis, les histoires que vous vous racontez sur ce qui est possible, les excuses que vous avez répétées si souvent qu'elles semblent être la vérité. La familiarité donne à l'esprit du confort, car elle réduit l'incertitude. Mais ce même confort rend la croissance impossible. Vous ne pouvez pas atteindre votre prochain niveau tout en vous accrochant au schéma de votre niveau actuel. Le processus de transformation exige un abandon, un lâcher-prise de tout ce qui vous lie à celui que vous étiez. Détruire le familier signifie confronter les parties de vous-même qui vous ont maintenu, petits les routines qui vous engourdissent, les personnes qui permettent votre confort. Cela demande une honnêteté impitoyable et le courage de briser ce qui ne vous sert plus. La destruction semble dure, mais en réalité, c'est un acte de création. Avant qu'une nouvelle identité puisse émerger, l'ancienne doit se dissoudre. C'est pourquoi tant de gens n'évoluent jamais. Ils craignent le chaos temporaire qui accompagne le changement. Ils veulent une renaissance sans mort, une transformation sans transition. Mais vous ne pouvez pas construire une nouvelle structure sur des fondations fragiles. Les habitudes qui vous ont aidé à survivre ne peuvent pas vous aider à vous élever. Vous devez les démanteler, pièce par pièce, en affrontant la résistance qu'elles apportent. Le familier luttera pour sa survie. Il murmurera des rappels de confort, des tentations de facilité, des échos de peur. Il vous dira que vous perdez la stabilité, que vous faites une erreur, que vous risquez trop. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est la nostalgie. C'est l'écho de votre ancien moi qui tente de survivre à l'extinction.
Détruire le familier n'est pas un événement ponctuel. C'est une discipline continue. Chaque nouveau niveau de croissance apporte sa propre couche de confort. Et chaque couche doit être brûlée. Ce qui était autrefois une victoire peut facilement devenir une cage si vous cessez de vous développer. Vous devez apprendre à vous éloigner du confort, même quand il ressemble au succès. Le familier peut se déguiser en réussite, une carrière stable, une sécurité financière, même l'admiration publique. Mais si vous ne grandissez pas, c'est juste une autre version de la stagnation, portant un masque plus coûteux. Le vrai progrès exige une perturbation constante. C'est choisir de dépasser les environnements, les mentalités et même les versions de vous-même qui ne sont plus alignées avec votre potentiel. Le monde appartient à ceux qui peuvent se détacher d'hier assez longtemps pour réclamer demain. Détruire le familier demande de la solitude. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer ou expliquer à tout le monde autour de vous. Les personnes attachées à leur propre confort ne comprendront pas votre besoin de disruption. Elles vous traiteront d'imprudent, d'ingrat ou de perdu, car votre courage leur rappelle leur propre complaisance. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous. L'évolution est parfois un processus solitaire, mais la solitude est l'endroit où l'identité se reconstruit. Quand vous éliminez le bruit du familier, vous commencez à entendre la vérité de qui vous êtes. Vous redécouvrez votre faim, votre curiosité, votre authenticité. La croissance ne se contente pas de vous étendre, elle vous purifie. Elle brûle ce qui est faux, ne laissant que ce qui est réel. C'est pourquoi la destruction est nécessaire. Ce n'est pas le chaos, c'est la clarté. Le familier essaiera toujours de vous séduire à nouveau. Il offrira du confort, de la nostalgie, un sentiment d'appartenance. Mais le coût est la liberté. Vous ne pouvez pas accéder à l'abondance tout en vous accrochant à la rareté. Vous ne pouvez pas expérimenter la transformation tout en défendant l'identité qui la craint. La personne que vous devenez ne peut pas coexister avec les habitudes de celle que vous étiez. Détruire le familier, c'est déclarer que celui que vous êtes destiné à devenir compte plus que celui que vous avez toujours été. C'est la décision consciente d'arrêter de survivre et de commencer à créer, d'arrêter de rejouer le passé et de commencer à écrire l'avenir. La destruction n'est pas une perte, c'est une libération. C'est le dégagement d'un espace pour une nouvelle force, un nouveau but, un nouveau potentiel. Le familier semble sûr, mais c'est la forme la plus lente de l'auto-trahison. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'évolution, vous échangez l'expansion contre l'existence. La vie est mouvement, et le mouvement exige la disruption. Détruire le familier, c'est récupérer votre vie des chaînes invisibles de la prévisibilité. C'est marcher volontairement dans l'incertitude, non parce que vous aimez le chaos, mais parce que vous comprenez que c'est seulement par la destruction que la véritable création commence. Quand vous faites la paix avec cette vérité, vous cessez de craindre le changement et commencez à le commander. Vous cessez de vous accrocher à ce qui était et commencez à façonner ce qui sera. Le familier meurt, non quand il vous est enlevé, mais quand vous décidez qu'il ne vous définit plus. Et dans cette décision, la personne que vous étiez laisse place à celle que vous étiez toujours destinée à devenir. Chapitre 10. La puissance du chaos. Le chaos n'est pas l'ennemi que la plupart des gens croient. C'est une force qui remodèle, réaligne, révèle. C'est la rupture de ce qui ne fonctionne plus, l'interruption
de schémas qui ont dépassé leur utilité. Le chaos est la manière dont la nature s'assure que l'évolution continue. Il démantèle ce qui est rigide pour que la vie puisse couler à nouveau. Pourtant, parce qu'il apporte l'incertitude et la perte de contrôle, les gens le combattent de toute leur force. Ils le qualifient de malchance, de crise ou de malheur. En réalité, c'est le professeur le plus direct de la croissance que vous rencontrerez jamais. Les moments qui bouleversent vos plans, qui perturbent votre confort, qui brisent votre sentiment de sécurité, sont les mêmes moments qui réveillent le pouvoir que vous ne saviez pas posséder. Le chaos n'est pas une destruction sans sens. C'est une invitation à reconstruire plus fort, plus sage, plus libre. L'esprit humain aspire à l'ordre, car l'ordre donne l'illusion du contrôle. Vous aimez savoir ce qui vient ensuite, prédire les résultats, gérer les risques. Mais la vie refuse de rester soigneusement organisée. Plus vous vous accrochez à l'ordre, plus le chaos doit intervenir violemment pour vous enseigner que la certitude est une illusion. Ceux qui souffrent le plus pendant les périodes turbulentes ne sont pas ceux qui vivent le chaos, mais ceux qui le combattent. Plus vous luttez contre la tempête, plus elle vous détruit. Ceux qui survivent, voire prospèrent, dans le chaos, sont ceux qui apprennent à se laisser porter par son courant, à s'adapter au lieu de contrôler, à trouver du sens au lieu de paniquer. Quand vous cessez de voir le chaos comme une punition et commencez à le voir comme une purification, vous commencez à comprendre son pouvoir. Il élimine les prétentions et expose ce qui est essentiel. Il brise votre dépendance à la stabilité et vous force à compter sur la force. Chaque percée majeure dans la vie commence par le chaos. Quand l'ancien système s'effondre, quand le confort s'évapore, quand vos plans tombent à l'eau, c'est là que la transformation commence. Le chaos détruit l'illusion de la sécurité et vous force à affronter la réalité. Il révèle qui vous êtes quand rien n'est certain, quand rien n'est garanti. Cette révélation n'est pas là pour vous humilier, mais pour vous donner du pouvoir. Vous voyez vos faiblesses, mais vous découvrez aussi votre capacité. Vous réalisez que sous le bruit du confort se trouve une résilience inébranlable. Le chaos vous dépouille du contrôle pour que vous puissiez apprendre le vrai pouvoir, le pouvoir de s'adapter, de se faire confiance, de rester debout, même quand tout s'effondre autour de vous. La plupart des gens prient pour la paix, tout en suppliant secrètement la vie de ne pas changer. Mais la paix sans changement est la stagnation. La croissance sans chaos est un fantasme. Pour évoluer, vous devez cesser de demander des mers calmes et apprendre à maîtriser les vagues. L'état d'esprit d'abondance prospère dans le chaos, car il voit des opportunités là où d'autres voient en des menaces. Quand le monde s'effondre, le penseur abondant se demande « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Il ne s'accroche pas à ce qui était. Il regarde ce qui peut être construit à partir des décombres. Le chaos dégage le terrain pour la création. Il élimine ce qui n'était pas aligné, vous forçant à reconstruire avec intention. Quand les choses s'effondrent, on vous donne un cadeau, la chance de recommencer sans illusion. Vous n'avez plus à prétendre que ce qui fonctionnait fonctionne encore. Vous n'avez plus à protéger les structures qui vous confinaient. Le chaos brise ce que vous n'avez jamais eu le courage de démanteler. C'est la manière dont l'univers force l'évolution sur ceux qui sont trop à l'aise pour la poursuivre volontairement. Mais pour exploiter la puissance du chaos, vous devez résister à l'envie de paniquer.
La panique vient de l'attachement, de votre désir de préserver le contrôle sur quelque chose qui ne vous appartient plus. Vous ne pouvez pas apprendre du chaos tout en essayant de restaurer l'ancien ordre. La leçon réside dans l'abandon, pas dans la résistance. L'abandon ne signifie pas renoncer. Cela signifie accepter la vérité de ce qui est et décider comment avancer à l'intérieur. Quand tout semble incertain, concentrez-vous sur ce qui reste sous votre contrôle, vos choix, votre attention, votre attitude. Le chaos peut vous dépouiller de vos possessions, de vos routines ou de votre prévisibilité, mais il ne peut pas prendre votre volonté à moins que vous ne la cédiez. Vous ne pouvez peut-être pas calmer la tempête, mais vous pouvez commander votre réponse à celle-ci. Cette maîtrise de la tranquillité intérieure au milieu du tumulte extérieur est ce qui définit les personnes puissantes. La vérité est que le chaos est un compagnon constant de ceux qui vivent pleinement. Plus vous grandissez, plus vous invitez l'incertitude. L'expansion exige du risque, et le risque invite le désordre. Pour construire quelque chose de grand, vous devez être prêt à laisser les choses s'effondrer. Vous devez être prêt à détruire vos anciens plans pour faire place à de plus grands. Le chaos vous rendra visite encore et encore, testant si vous avez vraiment appris ces leçons. À chaque fois, vous vous effondrerez ou vous vous développerez. Ceux qui craignent le chaos passent leur vie à essayer de le prévenir et finissent de piéger dans la monotonie. Ceux qui l'embrassent construisent des vies qui continuent d'évoluer, car ils comprennent que l'ordre est temporaire, mais que la croissance est éternelle. Le chaos n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous rappeler que le contrôle est une illusion, que la sécurité est fragile, que tout confort peut disparaître en un souffle. Mais dans ce rappel réside la libération. Une fois que vous cessez d'attendre la stabilité, vous commencez à vivre avec un vrai pouvoir. Vous devenez fluide, adaptable, résilient. Vous cessez de combattre l'inévitable et commencez à l'utiliser. Les tempêtes qui vous effrayaient deviennent du carburant pour la transformation. Quand vous apprenez à danser dans le chaos au lieu de vous cacher, vous découvrez une paix plus profonde. Pas la paix de l'immobilité, mais la paix de la force. C'est la paix de savoir que, peu importe combien de fois la vie s'effondre, vous pouvez reconstruire plus fort et plus aligné qu'avant. C'est la véritable puissance du chaos. Il ne vous détruit pas. Il révèle qui vous étiez destiné à devenir tout au long. Chapitre 11. L'identité sous le feu. Il arrive un moment dans le parcours de chaque personne où la vie l'oblige à se confronter à elle-même, dépouillée des titres, des possessions et des rôles qu'elle utilisait pour se définir. Ce moment est le feu de l'identité, le creuset qui brûle tout ce qui est faux jusqu'à ce que seule la vérité reste. La plupart des gens craignent cette étape, car elle ressemble à une mort, la mort de l'ancien moi familier, la fin de celui qu'ils pensaient être. Mais la transformation exige cette mort. Vous ne pouvez pas devenir la prochaine version de vous-même en vous accrochant à l'ancienne. Le moi que vous avez construit dans votre zone de confort ne peut pas survivre à votre prochain niveau de croissance. Il a été conçu pour la stabilité, pas pour l'expansion. Les habitudes, croyances et concepts de soi qui vous protégeaient autrefois vous emprisonnent maintenant. Quand l'identité brûle, ce qui est réellement détruit est l'illusion de celui que vous deviez être pour vous sentir en sécurité. L'identité que vous portez est la fondation de chaque décision que vous prenez.
Elle détermine ce que vous tolérez, ce que vous poursuivez, ce que vous craignez, ce que vous évitez. Si vous vous voyez comme ordinaire, vous vivrez en conséquence. Si vous vous voyez comme fragile, vous ne chercherez jamais le défi. Votre identité façonne les limites de votre réalité, et la plupart des gens ne la remettent jamais en question. Ils confondent la constance avec l'authenticité. Ils pensent qu'être fidèle à soi-même signifie rester le même. Mais l'authenticité ne consiste pas à s'accrocher à celui que vous avez été. Il s'agit d'exprimer celui que vous devenez. La croissance exige que vous dépassiez votre propre reflet. La personne que vous êtes maintenant n'est pas votre forme finale. La vie testera votre identité à travers le chaos, l'échec et la perte. Pas pour vous briser, mais pour vous forcer à évoluer. Chaque épreuve enlève une couche de celui que vous pensiez être, jusqu'à ce que seule votre essence reste plus forte, plus simple, plus honnête. Quand vous faites face à l'identité sous le feu, cela ressemble à un dénouement. Ce qui vous définissait autrefois, vos réalisations, vos relations, votre statut, commence à perdre son sens. Ce qui semblait solide devient incertain. C'est là que la plupart des gens reculent. Ils se précipitent pour reconstruire l'ancienne identité, désespérés de restaurer l'ordre, rattachant des rôles anciens, répétant de vieilles histoires, s'entourant d'une validation familière. Ils ne supportent pas le vide qui vient lorsque l'ancien moi se dissout. Mais ce vide est sacré. C'est le berceau de la réinvention. Si vous pouvez endurer ce vide sans vous précipiter pour le remplir, vous créez un espace pour que votre vrai moi émerge. La douleur que vous ressentez pendant ce processus n'est pas une destruction, c'est une purification. Le feu enlève tout ce qui n'est plus vous. La transformation ressemble à une perte avant de ressembler à une libération. Vous perdrez des parties de vous-même qui semblaient essentielles, l'approbation des autres, le besoin de contrôle, l'attachement à des marqueurs d'identité, comme le succès, l'échec, la beauté ou l'intellect. Vous perdrez le confort d'être celui que vous étiez. Mais chaque perte est un abandon, une libération d'un poids dont vous n'avez plus besoin. Pour devenir celui que vous êtes destiné à être, vous devez laisser mourir la version de vous construite sur la peur et les attentes. Le moi qui cherchait la validation, celui qui vivait selon les règles des autres, celui qui confondait l'acceptation avec l'amour, tout cela doit brûler. Cette mort n'est pas une tragédie. C'est la transformation dans sa forme la plus pure. Vous ne vous perdez pas. Vous vous découvrez. Le feu ne détruit que ce qui n'était pas destiné à durer. Chaque renaissance majeure dans l'histoire personnelle, culturelle ou spirituelle a suivi une période de destruction de l'identité. Vous ne pouvez pas construire un nouveau paradigme sans démanteler l'ancien. La même loi s'applique aux individus. Vous ne pouvez pas transporter votre ancien moi dans une nouvelle vie. À un moment donné, vous devez regarder dans le miroir et admettre que celui que vous avez été n'est plus suffisant. Cette réalisation est inconfortable, mais c'est la porte du pouvoir. Dès que vous cessez de défendre votre ancienne identité, vous commencez à vous développer. Vous arrêtez de dire « c'est juste qui je suis » et commencez à demander « qui pourrais-je devenir ?» Cette question est l'étincelle de la transformation. Elle remplace la résistance par la curiosité, la peur par le courage. La personne qui pose cette question est déjà en train de changer. L'identité sous le feu est l'endroit où votre authenticité se forge. C'est là que les masques fondent et que la vérité émerge.
Vous apprendrez que la force ne consiste pas à s'accrocher, mais à lâcher prise. Vous apprendrez que votre valeur n'est pas liée à ce que vous faites, mais à qui vous êtes quand tout est dépouillé. Vous apprendrez que devenir est un processus à vie, pas une victoire unique. Plus vous grandissez, plus votre identité sera testée. À chaque fois, le feu brûlera une autre couche, et à chaque fois, vous vous relèverez plus clair, plus aligné, plus puissant. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais votre relation avec elle change. Vous cessez de craindre le feu, car vous le reconnaissez comme une partie de votre évolution. Vous réalisez que l'identité n'est pas une prison, mais une pratique, un abandon et un remodelage constant, guidé par la vérité. Quand vous cessez de vous accrocher à celui que vous étiez, la vie cesse de ressembler à une bataille. Vous ne résistez plus au changement, vous l'invitez. Vous comprenez que la perte n'est pas une fin, mais un passage. La personne que vous étiez a construit vos fondations, mais celle que vous devenez construira votre avenir. Pour atteindre cet avenir, vous devez marcher volontairement dans le feu, en faisant confiance que ce qui brûle n'était jamais vraiment à vous. De l'autre côté de ce feu se trouve la liberté de vivre sans prétendre, d'aimer sans peur, de créer sans limite. C'est la récompense d'avoir enduré la mort de l'ancien moi. Vous vous éveillez en tant que quelque chose de réel, d'inébranlable, d'infini. Le feu qui vous terrifiait autrefois devient votre allié, et à travers lui, vous apprenez la vérité ultime de la transformation. Chaque fois que vous laissez mourir une fausse identité, vous renaissez plus près de la personne que vous étiez toujours destiné à être. Chapitre 12. La douleur de la croissance. La croissance est souvent idéalisée comme un progrès, un mouvement ascendant, la transformation visible de l'effort en réussite. Mais la vérité est que la croissance semble rarement belle pendant qu'elle se produit. Elle ressemble à de la confusion, de l'épuisement, de la frustration et de la perte. Elle donne l'impression d'être étirée au-delà de ce que vous pensiez pouvoir supporter. La croissance fait mal, car elle démantèle tout ce que vous avez connu et le remplace par quelque chose d'incertain. Elle exige que vous dépassiez les environnements, les habitudes et même les relations qui vous définissaient autrefois. La douleur de la croissance n'est pas une punition, c'est le coût de l'expansion. Chaque nouveau niveau de vie demande une partie de l'ancien vous en échange. Vous ne pouvez pas évoluer sans laisser quelque chose derrière. Et ce départ, qu'il s'agisse de confort, d'identité ou de familiarité, fait toujours mal. La douleur de la croissance et l'agonie de la transformation, la tension entre celui que vous étiez et celui que vous devenez. L'inconfort de la croissance commence au moment où vous cessez de prétendre que l'ancienne version de vous-même vous va encore. Quand vous décidez d'exiger plus de la vie commence à exiger plus de vous. La croissance élimine les illusions. Elle expose les faiblesses, les insécurités et les limites que vous ne saviez pas avoir. Elle vous confronte à la vérité. Ce qui vous a amené ici ne vous mènera pas là-bas. Les habitudes qui vous protégeaient autrefois vous restreignent maintenant. Le confort est une ancre déguisée en repos. La plupart des gens abandonnent à ce stade. Ils confondent la douleur de la croissance avec celle de l'échec. Ils supposent que quelque chose ne va pas, car ce n'est plus facile. Mais la douleur n'est pas le signal d'arrêter. C'est la preuve que vous bougez. La croissance fait mal, car la résistance est brisée. L'esprit résiste au changement, tout comme les muscles résistent à la tension.
La douleur est la preuve de l'expansion. Il y aura des périodes dans votre vie où la croissance vous isolera. Les gens qui vous comprenaient autrefois pourraient ne pas comprendre votre nouvelle direction. Certains s'éloigneront, car votre évolution leur rappelle leur propre stagnation. D'autres essaieront de vous ramener à celui que vous étiez. Ils diront que vous avez changé, comme si c'était une trahison, pas une victoire. En vérité, vous êtes censé changer. La croissance exige une séparation de ceux qui vous maintiennent petits. Cette solitude est l'une des parties les plus difficiles du processus, car elle expose à quel point votre ancien moi dépendait de la validation. La douleur de la croissance vient souvent de réaliser que tout le monde n'est pas destiné à venir avec vous. Vous commencez à voir que l'amour et la loyauté ne peuvent pas être des excuses pour l'auto-trahison. Vous pouvez toujours aimer les autres sans leur permettre de vous confiner. Plus vous grandissez, plus vous apprenez que la paix signifie parfois marcher seul pendant un moment. La croissance exige aussi que vous vous confrontiez honnêtement. Elle éclaire les coins de votre esprit que vous avez évité, les peurs enfouies, les traumatismes ignorés, les mensonges que vous vous êtes racontés pour rester à l'aise. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez d'affronter. La croissance expose ces blessures, non pour vous humilier, mais pour vous libérer. La guérison fait mal avant d'aider, car elle perturbe les schémas qui vous gardaient engourdis. Vous aurez envie de retourner aux distractions, à la routine, au confort. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous faites un pas de plus vers la liberté. La douleur est le prix de la conscience de soi, et la conscience est la fondation de la transformation. La personne qui évite l'inconfort ne rencontre jamais son vrai moi. Celle qui l'endure apprend à voir la douleur non comme une souffrance, mais comme un professeur. La douleur de la croissance est différente de celle de la stagnation. La stagnation est lourde, terne, désespérée. C'est l'érosion lente de l'esprit qui vient de vivre en dessous de votre potentiel. La douleur de la croissance, en revanche, est vive, vivante, pleine de sens. C'est la tension du progrès, la douleur d'un muscle qui devient plus fort, la fatigue d'un esprit qui repousse ses limites. La différence entre les deux est la direction. La douleur de la stagnation vous garde coincé. La douleur de la croissance vous fait avancer. Mais le défi est que les deux font mal sur le moment. Et la plupart des gens ne savent pas faire la différence. Ils fuient la douleur complètement et finissent par choisir la mauvaise selle qui mène au regret. Vous devez apprendre à les distinguer, à reconnaître quand la douleur que vous ressentez est le coût de l'évolution plutôt que la conséquence de l'évitement. Ce n'est qu'alors que vous pouvez l'embrasser pleinement. Vous n'échapperez jamais à la douleur de la croissance, mais vous pouvez apprendre à l'utiliser. Chaque fois que vous endurez l'inconfort, votre capacité s'élargit. Vous découvrez de nouvelles réserves de force et de patience. Vous apprenez à vous faire davantage confiance, car vous avez vu ce que vous pouvez survivre. La douleur qui vous effrayait autrefois devient familière, presque sacrée. Elle devient le rythme de la transformation, le pouls de la vie qui vous rappelle que vous bougez encore, que vous changez encore, que vous êtes encore vivant. La croissance ne sera jamais sans douleur, mais la douleur en vaudra toujours la peine. Car de l'autre côté, il y a la clarté, la confiance et la liberté. La douleur de la croissance finit par être la douleur de la renaissance. Vous abandonnez la peau de celui que vous étiez pour faire place à celui que vous êtes destiné à être. C'est désordonné,
inconfortable et incertain, mais c'est aussi miraculeux. Vous commencez à comprendre que la douleur n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné. C'est un signe que quelque chose de réel se produit. Vous brisez les murs de vos propres limites. Vous devez